Bonjour à toutes et à tous, chers fidèles de la télévision rwandaise et en particulier vous les inconditionnels de l'émission Majuscule et Propos, notre rendez-vous hebdomadaire. Eh bien aujourd'hui, nous allons revenir sur la région des Grands Lacs pour parler de la problématique des réfugiés dans cette région des Grands Lacs. Eh bien cette semaine, des milliers de réfugiés congolais vivant au Rwanda, les représentants ont manifesté devant plusieurs ambassades à Kigali avec un même message, dénoncer des discours de haine visant les Congolais Tutsis pour interpeller une communauté internationale qui les juge silencieuse. Ils sont plus de 130 000 des réfugiés hébergés par le Rwanda, dont plus de 90 000 Congolais arrivés pour la plupart depuis 1995, soit depuis près de 30 ans aujourd'hui. Et à leur côté vivent également plus de 50 000 réfugiés burundais, arrivés majoritairement à partir de l'année 2015. Mais le Rwanda n'est pas un cas isolé. Dans toute la région des Grands Lacs, des centaines de milliers de réfugiés vivent dans différents pays, au Burundi, en Ouganda, en Tanzanie, en Zambie, au Kenya et ailleurs. Alors, cette situation soulève des questions fondamentales. Pourquoi le problème des réfugiés s'éternise-t-il dans cette région? Quelles en sont les causes profondes, historiques ou politiques? Quelles conséquences pour la stabilité régionale, la cohésion sociale et la paix? Et surtout, qu'est-ce qui a manqué jusqu'ici et que faut-il faire pour en finir durablement avec ce problème? Eh bien, pour en parler, nous recevons sur ce plateau deux invités. L'ambassadeur Joseph Mutaboba, bienvenue à la télévision rwandaise. Merci beaucoup et je vous en prie. Oui, ambassadeur Mutaboba, vous êtes ancien diplomate, vous avez été envoyé spécial dans la région du Grand Lac, vous avez visité des camps de réfugiés dans la région, vous avez suivi de près cette problématique, vous allez nous aider à comprendre les enjeux de ce problème qui malheureusement dure dans la région. Avec nous également Sehenero Vugiro Emmanuel, bonjour et bonne année. Bonjour. On est encore au début de l'année. Bonne année également. Emmanuel Sehenero Vugiro, vous êtes journaliste expérimenté, vous connaissez l'histoire de cette région et vous avez suivi cette problématique aussi des réfugiés. Vous avez fait de nombreux reportages là-dessus. Là également, vous allez nous aider à comprendre pourquoi ce problème des réfugiés dure toujours dans cette région et des Grands Lacs. Eh bien, pour commencer, je vais vous proposer un mini-magazine que notre collègue Jean-Benoît Michel nous a préparé pour comprendre le problème des réfugiés, en commençant en particulier par les réfugiés que le Rwanda abrite depuis des décennies maintenant. Suivons ce magazine et nous allons revenir après. Le camp de réfugiés de Kiziba, situé dans le district d'Okarongi, dans la province de l'ouest du Rwanda, est l'un des plus anciens camps accueillants de réfugiés congolais depuis 1996. Cette période correspond à une époque où de nombreux Tutsis congolais étaient tués, d'autres déplacés de force, où leurs maisons et biens étaient incendiés. Ouima Agnès est arrivée au camp de Kiziba, qui accueille plus de 14 000 réfugiés congolais alors qu'elle n'avait que 10 ans. Elle raconte un périple de plus de 90 km depuis son domicile à Masisi, en passant par Minova et Goma, avant de traverser la frontière vers le Bavu en 1996. twatangiye kumva ko batangiye kwica abantu abatutsi bamwe na bamwe twari duturanye. Nous avons commencé à entendre que nos voisins Tutsis étaient tués. Avant que la violence n'atteigne notre région, nous avons appris qu'il existait des listes comportant des noms et des dates de personnes destinées à être assassinées. Après avoir confirmé que certains avaient déjà été tués, nous avons fui. Même pendant notre fuite, certains des auteurs nous ont poursuivis. Nous sommes arrivés à Mugunga, où nous avons rencontré ceux qui avaient fui le Rwanda après avoir perpétré le génocide contre les Tutsis. Ils étaient nombreux et avaient l'intention de nous tuer là-bas également. Heureusement, nous avons réussi à nous échapper de nouveau, à atteindre Goma et finalement traverser vers Gisenyi. Son expérience est partagée par de nombreux autres réfugiés, notamment Twizere Mbera, qui vit au camp de Kiziba depuis plus de 29 ans.
Il explique que ces atrocités se sont déroulées sous les yeux du gouvernement congolais de l'époque et qu'il existait une collaboration claire et directe avec les FDLR. Ils ont commencé à les manipuler en leur faisant croire que nous ne méritions pas de vivre ensemble. Puis après, ils ont commencé à piller nos biens, à abattre et manger nos vaches et à tuer les gens et naïens. En 1996, nous avons traversé la frontière dans des conditions extrêmement difficiles. Ces réfugiés condamnent fermement le comportement de certains responsables de leur pays qu'ils accusent d'ignorer délibérément la vérité, préférant affirmer que le M23 est composé des Rwandais. Les réfugiés insistent sur le fait que la FCM23 est constituée de citoyens congolais qui ont choisi de se battre pour les droits des Tutsis congolais déplacés depuis près de 3 décennies. Il ne s'agit pas de leur donner des surnoms. Nous savons qui ils sont réellement. Depuis l'époque du CNDP, ils sont les Congolais. Mon fils aîné y a été tué. Vous comprenez donc qu'ils ont des terres là-bas, qu'ils y élèvent du bétail, c'est véritablement leur chez eux. Ce sont nos frères. Les qualifiés les Rwandais reviennent à détourner le débat au lieu de s'attaquer aux véritables causes du problème. Guamararo Claver, âgé de 79 ans, affirme qu'après avoir été poussé à bout par le groupe terroriste FDLR, qui a tué ses enfants et pillé ses biens, il a fui vers le Rwanda l'année dernière, où il a été accueilli au centre de transit de Ngamira. Les FDLR et les Nyatura ont d'abord pris ma vache. Plus tard, ils ont tué mon enfant, le seul qui me restait. Ma femme se trouvait déjà au camp de Ngamira. J'ai donc décidé de venir moi aussi, car il ne me restait plus rien là-bas. Actuellement, le Rwanda accueille plus de 100 000 réfugiés congolais, dont certains vivent en exil depuis près de 30 ans, tandis que d'autres ont récemment fui les combats entre les forces congolaises et leur coalition opposée à la FCM23. À Kigali, je suis Jean-Benoît Michel. Voilà un petit magazine sur la vie des réfugiés congolais. Certains d'entre eux vont bientôt passer 30 ans en exil. Et ce ne sont pas seulement des réfugiés congolais qui sont au Rwanda, il y a aussi des milliers de réfugiés burundais. Et pour commencer avec vous, Seigneur Ruvugiro Emmanuel, et historiquement, comment comprendre ce problème des réfugiés? Quelles sont les causes lointaines, profondes de ce problème des réfugiés dans la sous-région? Merci Jean Damascène. La racine du mal plonge en effet loin dans l'histoire de cette région. Quand le colonisateur est venu, il a trouvé une société unie culturellement, linguistiquement, avec une administration solide. Bon, alors pour lui, ce n'était pas du tout facile de coloniser de telles populations, dans la mesure où, culturellement, il n'y avait rien de nouveau à leur apporter. Politiquement et administrativement, il n'y avait rien à leur apporter, rien de nouveau. Alors, les intérêts, parce que derrière le politique, il y a toujours l'économique qui joue, ces intérêts ont fait qu'il y a eu, disons pour la région, si je ne me limite que à la région qui englobe le Rwanda, le Burundi et le Congo, bien entendu, il y a eu cette politique de diviser pour régner, divide ut imperes, où, pour le cas d'espèce, le colonisateur belge, sur fond de ce qu'il a appelé ethnie, attablé sur des mythes bantous,
nilo-hamitique pour les faire équivaloir à Hutu-Tutsi. Hein, et voilà, il apporte de telles divisions et montre à une portion de la population que voilà, tel est supérieur, tel autre est fait pour être gouverné. Donc en quelque sorte, c'est une invention pour s'offrayer un chemin. Voilà. C'est en réalité de cette façon que c'est par cette porte que le Belge est entré, qu'il a monté, qu'il a divisé la société rwandaise, par exemple, la société burundaise, pour montrer qu'il y a d'un côté des Hutus, il y a de l'autre des Tutsis. Les uns sont faits pour être des serfs, pour servir, au moment où les Tutsis sont faits pour gouverner. Oui. Donc, peu à peu, si je m'en tiens par exemple à ce qui s'est passé ici au Rwanda, vers les années 1924, 5, 6, je ne sais pas, hein, si je me rappelle bien, il y a eu une intrusion dans le système, disons, de l'administration, en quelque sorte. Il y a eu des départs massifs des chefs Hutus, disant qu'ils ne sont pas du tout capables, hein, mais pas seulement ça. Il y a eu, au niveau des valeurs, au niveau de la source même de la valeur qui faisait que le Rwanda était uni, dit Torero, où culturellement, linguistiquement, le Rwandais était un, hein, le Belge a fait que, voilà, certaines institutions comme Kolubgiru, les Kolubgiru ont été attaquées, et voilà. Donc, petit à petit, des institutions ont disparu petit à petit, et la société s'est retrouvée en quelque sorte disloquée. Bon, cet héritage... Alors comment est-ce que ça atteint toute la région finalement? Toute la région. Bon, qu'est-ce qui se passe en fin de compte avec le mythe Hutu-Tutsi, le mythe nilo-hamitique bantou? C'est que les années 59, la plantation commence à porter ses fruits. Certains gens, certains groupes de la population, les Hutus, ont commencé à prendre conscience du rôle qu'ils doivent jouer maintenant au niveau de la société rwandaise. Donc ils ont joué le jeu des colonisateurs. Oui, ils ont joué le jeu du colonisateur belge. C'est comme ça que les Kayibanda, les Mbonyumutwa, les Gitera, hein, ont été tout faits, des produits tout faits de la colonisation belge, et qu'on entre maintenant dans ce qui a été appelé la révolution de 59. Une révolution Hutu, une révolution qui ne change rien en réalité dans l'administration en place, mais une révolution plutôt qui change de tenant du pouvoir. Les Hutus aussi sont au pouvoir, non pas pour donner une ligne directrice qui joue sur les valeurs sociales, sur l'intérêt collectif de la communauté, mais plutôt pour servir la cause des Hutus. Les Tutsis sont chassés, c'est les premiers réfugiés de 59, oui. 60, 61, voilà, ça va jusqu'en 73. Si je ne me tiens que à l'histoire du Rwanda. 73. Et puis, on a dans toute la région des Grands Lacs, au Burundi, au Congo, en Tanzanie, en Ouganda, des réfugiés Tutsis qui sont là, qui sont nés dans les camps, qui ont des grands-pères, qui ont des petits-enfants dans les camps. Hein? Alors, la nostalgie de leur pays, de leur mère patrie, oui, a fait que justement, ces gens ont songé à rentrer. Au Burundi, qu'est-ce qui s'est passé?
c'est en réalité la même chose. Surtout en 72, c'est là où commence le flux de réfugiés. Mais surtout, cette fois-ci, ce sont des réfugiés Hutus qui sont toujours dans la mouvance de cette division belge, apportée par le Belge, ont essayé de renverser le pouvoir en place, qui était tenu par les Tutsis. Et voilà. Et changer de pouvoir, en ce moment-là, ça signifiait quoi? Causer des troubles, tuer. Et bien entendu, il y a eu des répressions. Et voilà, il y a eu des réfugiés. Le cycle a continué. Oui, oui, c'était, voilà. 72, 88, 93, c'était, voilà, tout un cycle de tels flux de réfugiés qui ont alimenté les camps en Tanzanie, de réfugiés burundais donc, au Rwanda. Et au Rwanda, spécifiquement au Rwanda, que les Burundais trouvaient un terrain favorable d'accueil, parce que l'ambassadeur Mutawa doit être témoin, il doit connaître l'histoire de 73, parce qu'en ce moment-là, il y avait une intention d'unir le Burundi et le Rwanda sous ce que l'on voulait appeler la République du Soleil. Une république qui n'avait aucun Tutsi. Hein? Voilà. Alors, oui, et sur ce, vous venez de nous montrer les racines historiques du problème, et justement, je voudrais que l'ambassadeur continue sur ce point, parce que c'est une période que vous connaissez parfaitement, monsieur l'ambassadeur. Ces années-là, les réfugiés burundais, et comment ça a atteint aussi la République démocratique du Congo, l'ancien Zaïre à l'époque. Et comment est-ce qu'on est arrivé à ce stade-là? Bah, écoutez, CNA a bien décrit les origines lointaines du problème de réfugiés qu'on connaît aujourd'hui. Et il a fait très bien d'ailleurs quand il appelle la colonisation. Oui. Ce qu'il n'a pas ajouté, que je voudrais ajouter aujourd'hui, maintenant, c'est que les Belges, quand ils sont venus, ils avaient leur mentalité et leur histoire. Donc tout ce qu'ils connaissaient du temps médiéval ou ailleurs, c'est ça qu'ils ont amené avec. Alors, s'ils avaient leur division entre Wallons et Flamands, ils ont voulu calquer ça sur leur colonie ici. Oui. C'était difficile au Congo, parce qu'il y a plusieurs langues, plusieurs groupes. Parce que là, je n'aime pas parler d'ethnie. Parce que ça, c'est nouveau, justement. Oui. C'est là où les gens de la communauté internationale ne comprennent pas. Oui, parce que ethnie, étymologiquement, c'est peuple. Exact. Oui. Alors, donc, cette ethnisation de... Je ne sais pas comment je vais l'appeler. Ça a fait quelque chose de très mauvais pour toute l'Afrique. Et surtout, dans la région des Grands Lacs. Ils n'ont pas inventé, et ça je le dis toujours, ils n'ont pas inventé les mots Hutu, Tutsi et toi. Oui. Pas du tout. Mais ils les ont... Ce sont des concepts qui étaient connus déjà. Ce sont des noms qui étaient connus, mais des concepts socio-économiques qui existaient. Oui. Mais ils les ont twistés là, ils ont complètement dénaturé. Oui. En disant que ce qui était groupe socio-économique redevient ce qu'ils ont appelé groupe ethnique. Ouais. Ça, c'est criminel. Oui. Je dis toujours que si j'étais formé en droit, ou si j'étais avocat, il faudrait engager des poursuites. Ah, mais définitivement, ça c'est sûr et certain. Pour de bonnes causes. Oui. Parce que ça, c'est très dangereux. On a imposé ça aux gens, on a imposé ça à la communauté internationale pour qu'ils acceptent les faits, mais c'était faux et c'est très dangereux, c'est criminel. Oui. Hein? Donc c'est une politique qui a été bâtie sur un mensonge, intentionnel. Oui.
et pour justement, comme Séné le disait, pouvoir diviser ce peuple qui était uni. Alors, toujours avec vous, monsieur l'ambassadeur, et en tant que diplomate ayant suivi ce dossier au niveau régional, comment comprendre cette crise qui persiste même aujourd'hui? Parce que Séné nous parlait des années 70, avec les réfugiés rwandais, burundais, rwandais un peu avant, depuis les années 59, burundais après. Et dans le magazine que nous avons, dans le reportage que nous avons suivi, les réfugiés congolais ont parlé de la persécution consécutive au déplacement des génocidaires qui venaient de perpétrer le génocide contre les Tutsis au Rwanda. Alors, comment est-ce que cette crise peut être comprise au niveau régional? Pourquoi rien n'a été fait jusqu'à Non, au niveau régional, vous pouvez même aller au niveau national de chaque pays, de chaque pays des résultats des divisions, des cartes qu'on avait faites pour l'Afrique en 84-85 à Berlin. Conférence de Berlin. Oui. Le concept de paix, le concept de gestion de la paix, le concept de gouvernance, ou même la gouvernance de la paix, parce que la gouvernance, vous avez tout dedans. Ces concepts-là n'ont pas été mis en place dans le sens de pouvoir dire, en tant que région, nous avons des stratégies communes, des stratégies acceptées par tous pour dire, voilà ce que l'on va faire. Les gens qui vous disent, il y a un conflit qui arrive, oui, mais si vous n'avez pas vu ça venir, ou que vous l'ayez vu, mais vous vous êtes tu, vous n'avez rien fait, ça veut dire que déjà, vous avez compliqué tout le conflit et vous avez généré d'autres conflits postérieurs. Et c'est le cas, au Rwanda, c'est le cas au Zaïre et au Congo aujourd'hui, c'est le cas au Burundi ailleurs. Oui. Au Burundi, vous vous êtes arrêté à 72. Non, il fallait plus loin. Oui, j'ai parlé de 88, 93. Oui. Donc, vous comprenez que ce manque de stratégie de gestion, ça, c'est quelque chose qui doit revenir dans nos observations et dans nos études continuer afin de savoir où est-ce qu'on a manqué le bateau et comment est-ce qu'on peut rectifier le tir. C'est ça qu'il faut essayer de viser. Parce qu'on a tellement loupé des occasions et ça s'est achevé avec un manque de volonté politique au niveau des États, au niveau de la région, au niveau international. Ça devient caractéristique maintenant. Donc, s'il n'y a pas de volonté politique, chez Tshisekedi, par exemple, pour résoudre le problème du Congo, et qui préfère plutôt les appeler les problèmes du Rwanda ou d'ailleurs. Donc tout ce qui bouge, ça vient du Rwanda. Non. C'est une façon de dire j'abdique devant mes responsabilités. Et cette façon d'abdiquer devant ses responsabilités résume en fait la perpétuation des problèmes que vous retrouvez ici aujourd'hui. Et cela peut s'étendre après tous les pays qui ont des problèmes similaires. Et alors, Séné, vous nous avez montré les causes lointaines de ces problèmes que nous vivons aujourd'hui. Comment est-ce que cette politique divisionniste du colonialiste qui a marqué cette région, quel est le lien entre cette période, son héritage et la réalité que nous voyons aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une connexion, il y a un lien entre les deux? Oui. Est-ce que réellement le colonisateur est parti? Parce que des fois, je me pose la question et pour moi, la réponse est tout autre. Il est toujours présent, mais sous différentes formes. Oui, d'une autre manière. D'une autre manière. L'ambassadeur Moutawa va parler du cas précis de Tshisekedi qui pointe du doigt le Rwanda au lieu de chercher à trouver des
des solutions spécifiques à ces problèmes spécifiquement congolais. Pourquoi il fait ça? Il parlait il y a quelques instants de gouvernance, de leadership. Celui-là même qui a divisé pour régner, il n'est pas complètement parti. Hein? Il y a des pions qui sont là, que des fois nous élisons, nous, le peuple, croyant qu'ils vont servir nos intérêts, alors qu'ils ne sont là que comme des gardes chiourmes qui vont servir justement l'intérêt du Belge, de l'anglo-saxon, tu vois quoi. Bon. Et aujourd'hui, quand nous parlons des crises qui se trouvent au Congo, par exemple, 1994, qu'est-ce qui se passe? Quand le génocide au Rwanda se perpètre en 1994, n'oublions pas qu'en 1993, le Nord Kivu avait servi de laboratoire de ce génocide. Hein? Que des fois, certains gens ignorent ce qui s'est passé à ce moment-là, parce qu'il y a eu des Interahamwe qui sont allés essayer le génocide dans le Nord Kivu, aidés par justement des gens qui avaient été recrutés là. Ça veut dire quoi? Le génocide ne peut pas se perpétrer sans que l'État en soit conscient et en soit responsable. Oui. Voilà. 1994, le flux de réfugiés, avec toutes leurs armes, ils sont des militaires, ils sont des Interahamwe, c'est toute la milice qui va là, et voilà, qui vont en plein dans la population congolaise. Et tout de suite, peut-être aujourd'hui, ceux qui sont honnêtes peuvent le dire, tout de suite, ils ont commencé à tuer, à violer, à continuer ce qu'ils avaient commencé ici. Et nous avons même suivi dans le reportage une dame qui disait qu'ils ont dressé même des listes, pour, voilà. Un peu comme il avait fait au Rwanda. Et bon, ce qui fait que pour le flux de réfugiés dont il est question maintenant, 95, 96, il y a des réfugiés, il y a des Congolais qui sont chassés pour la raison pour laquelle des Tutsis, des milliers de Tutsis avaient été tués ici. Autrement dit, le génocide part du Rwanda, il est le Congolais l'importe, hein, et les génocidaires le perpètrent sur son sort. Oui. Le gouvernement est là. Mais pourquoi? Parce que pour lui, cette situation chaotique, cette situation d'anarchie, lui sert en réalité de parapluie pour servir ses intérêts et servir ceux justement de celui qu'il a envoyé, qu'il a mis en place, de celui pour qui il travaille. Sans couper la parole, CN, Oui. si vous regardez historiquement ce qui s'est passé en 1994, la façon dont les tueurs, que ce soit les ex-FARC ou les milices, la façon dont ils ont été amenés au Congo, au Zaïre, t'entends? Oui. La façon dont ils ont traversé, avec tout, hein, et la façon dont ils ont été... Non, ils ont été... comment vous déposés quelque part. Ouais. Je préfère utiliser le mot comme ça. La façon dont ils l'ont fait, c'est une façon qui défie tous les principes de droit international, etc. Tout. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que, ou bien, c'était de l'ignorance, ce que je ne crois pas. Non. Deux, c'est qu'ils avaient des intérêts, comme tu le disais. Là, j'y croirais. Pourquoi? Parce que
si toute une communauté internationale vient à la rescousse des gens déplacés ou des réfugiés, dépendant de... Ils n'avaient même pas défini le mot, le nom qu'il fallait leur donner. À la frontière, suivant le droit international, la loi internationale, ils auraient dû continuer à les pousser parce qu'ils les accompagnent de toute façon. Oui. Il fallait les placer jusqu'à loin 100 de la km, frontière. loin de la frontière avec le Rwanda. Non, ça n'a pas été le cas. Ce n'est pas anodin. Oui. Ça pouvait être anodin peut-être si ils étaient restés là pendant une semaine disant bon, pour des raisons humanitaires, ils sont très fatigués, on les laisse. Non. Une semaine, ce n'était pas un camp de transit. Une année, ce n'était pas un camp de transit, mais qui était devenu le centre d'entraînement pour le déploiement des troupes, pour continuer et achever le travail commencé. Donc, ce manque de respect des principes même du droit international qui nous sont imposés parce que après 1945, ils ont pu mettre ça en place pour dire voilà, nous devons respecter cet arrangement. C'est un arrangement entre eux. Ouais. Mais la raison pour laquelle je dis que ce n'est pas anodin, c'est une loi pour eux et une loi pour nous. Pourquoi? Alors qu'on appelle ça le droit international. Le droit international. Donc vous comprenez que ça, c'est un début déjà de la thésaurisation du problème. Oui. Et alors, justement, là, un problème qui s'oppose, des réfugiés confondus avec les miliciens, les militaires, avec leurs armes, qui sont placés à quelques mètres de la frontière rwando-congolaise. L'ambassadeur, toujours avec vous, vous suiviez la politique de la sous-région à l'époque. Et pourquoi ce silence de la communauté internationale? Il y a des réfugiés qui sont avec des militaires, avec des miliciens, à côté du pays qu'ils ont fui. Et pourquoi il y a eu ce silence? Personne n'en parlait. Mais je crois que j'ai déjà répondu. C'est qu'il doit y avoir eu des intérêts cachés ou connus qui voulaient préserver et qui voulaient nourrir et continuer à entretenir. Ils ne vont jamais vous dire quels intérêts ils avaient. Ils ne vont jamais vous dire quoi que ce soit, mais vous pouvez lire entre les lignes. Ils ont vendu les armes. Et ce sont de bonnes guerres. Oui. Ils ont vendu les armes, ils ont vendu des caisses de sardines et autres. Tout ça, tout fait nombre. Donc les intérêts égoïstes de certains pays ou de certains gens ou de certaines organisations, ça fait que la situation continue. Et ce n'est pas pour demain que je croirais que ça va arrêter. Si vous avez bien suivi, on vous parle de solutions de problèmes, mais les autres disent l'humanitaire. Pourquoi? Parce que l'humanitaire, c'est là où vous avez les ressources, où vous avez les intérêts. Donc il y en a qui peuvent se cacher derrière cette humanitaire pour faire autre chose. Tout. Et alors, Séhéné, nous avons suivi les images de ces Congolais qui ont manifesté au Rwanda devant plusieurs représentations diplomatiques ici à Kigali pour dénoncer les discours de haine qui visent les Tutsis congolais aujourd'hui. N'est-ce pas une alerte régionale et même internationale, ces discours de haine qui se propagent aujourd'hui? Et on voit que personne, à part ces réfugiés et quelques personnes bien avisées, personne ne veut en parler. Oui, c'est une alerte, en effet, qui montre que avant d'atteindre ce que vous appelez communauté internationale, c'est une alerte qui montre qu'il y a des impulsions au niveau des sociétés, au niveau des victimes, pour justement décrier le problème
à la racine même de ce problème de réfugiés. Les haines dont ils sont objets, les persécutions, voilà. Mais en réalité, est-ce que c'est une alerte qui peut porter fruit? Des fois, j'aime ne pas être pessimiste, mais je me demande si, comme de par ce que l'on disait, même l'ambassadeur, Oui. on voit que quelque part, il y a un pyromane. Celui qui allume le feu. Des fois, il est invisible. Des fois, c'est lui qui se cache derrière ce que nous appelons communauté internationale. Une communauté sans figure, sans identité. Oui. Mais en réalité, derrière laquelle se cacherait un Jean Damascène, un Joseph ou un Emmanuel, hein, pour que justement... Qui a des visées. oui, qui a des personnelles. visées autres. Et tout le monde, ou bien un groupe de gens, sert ses intérêts sans le savoir, des fois. Alors, comment attendre de ce pyromane qu'aujourd'hui il s'avise pour être... pour éteindre le feu, Oui. pour être pompier. Quand on est pyromane, on le reste, on ne peut pas devenir pompier. Donc c'est une alerte qui touche les cœurs de bien, les gens de bien, mais qui en réalité peut ne pas porter de fruits. Sauf si, peut-être là je devance une question que sans doute vous alliez poser. Ah oui, et pour terminer, Oui, sauf si la région, l'Afrique, disait non. Après tout, quand il y a de tels conflits, ce sont nos populations qui meurent, ce sont nos populations qui s'entretuent. Hein? Oui. Ce sont nos intérêts économiques qui s'éparpillent, qui servent nos ennemis, qui servent ceux qui nous divisent. Alors, dire non, comment est-ce qu'ils peuvent dire non? Avec un leadership orienté, un leadership centré sur l'intérêt du citoyen, de la population, sur l'intérêt des populations. Oui. Une gouvernance responsable, une gouvernance inclusive, puisque maintenant, puisque nous parlons d'ethnie, des divisions ethniques régionales et machin. La seule solution devrait inclure justement cette inclusion Oui, de toutes les communautés dans la gestion de la chose publique. Oui. Et pour terminer avec vous, l'ambassadeur Mutaboba, vous avez déploré, on déplore toujours ce manque de volonté politique qui a fait que la crise s'éternise. Finalement, qu'est-ce que les pays de la sous-région doivent faire pour en finir avec ce problème, ce drame humain, ce problème des réfugiés? Il faudrait que les pays de la région redynamisent leurs rencontres. Ça, c'est un. Mais rencontre pour faire quoi? Oui. Rencontre pour essayer de revoir les stratégies de prévention. Parce qu'ils connaissent les problèmes. Oui. Alors, ils peuvent étudier les causes profondes de ces problèmes et dire, désormais, il faut que ceci s'arrête. Et si cela est fait, alors à ce moment-là, on dira, OK, nous avons un système d'alerte précoce pour dire, ah, ceci va arriver. Si on ne fait pas attention, ça va brûler ailleurs ou ailleurs. Donc ça manque et il faudrait que les gouvernements les chefs d'État des pays de la région se mettent ensemble dans la recherche de solutions communes. Oui. Et voilà, c'est sur cette note d'optimisme que nous allons clore cette émission, majuscule propos, tout en espérant que les dirigeants de la sous-région, les responsables politiques, ne vont pas accepter de jouer le jeu de ceux qui ne veulent pas du bien à cette région
et espérons que finalement son problème sera résolu et que les peuples de la sous-région puissent respirer la paix. Et merci en tout cas à nos invités, l'ambassadeur Joseph Mutaboba, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également, Séné Rouvougiro Emmanuel, pour votre éclairage tout au long de cette émission. C'était un plaisir Et pour moi. à vous, Merci. chers fidèles de l'émission Majuscule Propos, tenez-vous bien, passez une agréable journée. La télévision rwandaise reste à votre compagnie. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette émission.